Bonjour au premier qui arrive. On va attendre que tout le monde se connecte. Le temps que tout le monde s'installe. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire consacré aux émotions, à savoir, permettent-elles de détecter des troubles du neurodéveloppement? Avant de commencer, je tiens à remercier Vanessa Doué, présidente d'Okidia, qui est à nos côtés et qui va nous parler de son travail. Pour ma part, je suis Sylvain Massé, président de l'association Solaire. Chez Solaire, nous travaillons dans le but d'améliorer l'accompagnement des enfants et adolescents en situation de handicap. Pour ce faire, nous travaillons selon 3 axes. Le premier axe est un axe dit de transmission, où via une chaîne YouTube, nous diffusons des podcasts de professionnels ou non, que nous avons été interviewés, qui ont mis en place leurs idées, qu'elles soient des idées novatrices, des nouvelles idées, des projets qu'ils ont eus, qu'ils ont réussi à concrétiser. Nous avons également une plateforme de e-learning. Notre deuxième axe est un axe de laboratoire de créativité. Et actuellement, nous travaillons sur la réalisation d'une fresque jeunesse et handicap inspirée de la fresque du climat. Notre troisième axe, un axe de R&D, communément recherche et développement, où nous collaborons avec des laboratoires afin de leur aider à développer des outils qu'ils souhaitent mettre en place. Actuellement, nous collaborons avec Okidia, une start-up qui développe des applications logicielles d'aide au diagnostic et à l'orientation thérapeutique basées sur l'algorithme d'intelligence artificielle. Dans cette collaboration, en fait, nous travaillons actuellement sur les tests de usability. Ces tests sont très importants puisqu'ils permettent d'évaluer un produit, le faire utiliser par les utilisateurs finaux. Il faut savoir que 90% des problèmes sont liés à l'ergonomie. Donc, si les produits peuvent être testés en amont, c'est mieux pour leur développement. Et dans ce cas-là, j'en profite également pour faire un appel à ceux qui le souhaiteraient. Si vous souhaitez devenir bêta-testeur, n'hésitez pas à prendre contact avec nous via notre site internet, qui, je pense, va être mis en incrustation avec le mail. Donc à présent, je vais laisser la parole à Vanessa pour nous parler des émotions. Oui, bonsoir à tous. Donc, comme l'a dit Sylvain, je m'appelle Vanessa. Je suis neuroscientist de formation, donc chercheur. J'ai passé plus de temps dans les laboratoires. Je ne sais pas traiter. Donc, je fais de la recherche clinique, mais je n'ai jamais traité des enfants et j'ai plutôt essayé de comprendre comment leur cerveau se développait en combinant différentes méthodologies que sont la génétique, les imageries médicales, les tests de cognition et de performance cognitive et de neurobiologie. Donc, je vais partager ma petite présentation. Et récemment, effectivement, donc je suis chercheur aussi associé à l'Université de la Côte d'Azur, ce qu'on ne dit plus Nice. Je cherche en même temps où est-ce qu'on partage l'écran. Voilà. Hop, et j'ai partagé celui-là. Et récemment, depuis février 2022, donc il y a un petit peu moins d'un an, ou presque un an, on a fondé la société Okidia, qui effectivement travaille en partenariat avec Solaire et qui en fait pour but de sortir toutes les innovations du laboratoire et de les rendre accessibles au plus grand nombre. Et notre cible principale, c'est les praticiens de santé pour aider à l'aide de diagnostic et à l'orientation thérapeutique en utilisant la biométrie. Donc, je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Et parmi les signaux qu'on essaye de détecter, il y a les émotions. Et ce soir, je vais vous parler des émotions et refaire un petit historique pour ceux qui ne savent pas, parce que je crois qu'on a un… Vanessa, excuse-moi, je te coupe. Je ne suis pas sûr que tu es en train de partager l'écran. Ah. Est-ce que si je le mets là, c'est mieux? C'est bon, maintenant, c'est chez toi. Tu peux bon. mettre en mode diaporama. Et ouais, si je le mets comme ça, c'est mieux comme ça? Vous voyez ou pas? Non. Attends, je pense que c'est parce que j'ai 2 écrans. J'ai voulu… Partage l'autre écran. Si, là, on voit plusieurs, il y a 32 diapositives Ouais. sur les émotions. Je pense que c'est bon. Je pense pas qu'on voit le bon écran, en fait. Là, on voit le premier.
Celui-là, est-ce que Oui. celui-là est mieux? Voilà, celui-là, voilà. Super. On n'est pas si... C'est bon? Là, vous voyez tout? C'est parfait. D'accord. Et donc, je vais vous parler un peu des émotions. Donc, je ne suis pas une spécialiste des émotions, mais on a appris à les connaître. On travaille avec des spécialistes. Et ensuite, la relation, enfin, pourquoi on s'est intéressé aux émotions pour essayer d'avoir une prédiction des troubles du neurodéveloppement ou en tout cas une partie des troubles du neurodéveloppement. Et puis ensuite, je vous parlerai effectivement de la solution et comment vous pouvez nous être utiles à nous qui sommes plutôt côté chercheurs pour qu'on puisse développer des produits qui correspondent à ce que les praticiens voudraient utiliser et pas seulement juste travailler sur la recherche dans les laboratoires. Oups. Donc, les émotions. Par définition, les émotions, c'est des changements physiologiques qui sont perçus par l'individu suite à un déclenchement d'un stimuli. Et il y a trois dimensions qui ont été définies dans les émotions, la dimension physiologique, la dimension comportementale et la dimension cognitive. Par dimension physiologique, c'est en fait tout ce qui se passe en neurobiologie, c'est-à-dire après un stimuli, effectivement, on va avoir peur, on va avoir des halètements, on va avoir notre cœur qui va un peu battre, du coup, une pression artérielle qui peut augmenter. On va avoir des hormones qui vont être sécrétées et donc on va avoir des phénomènes de sudation, donc on va transpirer un peu plus. Il y a des phénomènes que l'on va voir apparaître sur notre corps, qu'on va ressentir, et ça, c'est la dimension physiologique induite par l'émotion. On a une dimension comportementale qu'on appelle un peu système de communication non verbale, et c'est cette dimension-là qui nous intéresse énormément à Okidia, c'est-à-dire à partir d'un stimuli, on va avoir une réaction non contrôlée, notamment de notre visage, et on va exprimer quelque chose plus ou moins sans en avoir conscience. Et enfin, la dimension cognitive, c'est finalement le ressenti un peu psychique du vécu et d'avoir une notion de agréable, pas agréable, finalement d'une notion d'expression du soi qui va varier avec l'environnement. Et ça, c'est les premières définitions qui ont eu lieu qui ont été posées par les émotions, notamment par Darwin, avec ce caractère un peu inné, universel, qui va permettre l'adaptation à l'environnement, la survie et la communication avec ses pairs. Donc, c'est des mots et des concepts qui sont assez fréquents dans la vie de tous les jours et qui ont évolué dans la caractérisation des émotions avec différentes théories qui sont finalement très récentes, puisque Darwin, c'est 1852, et on a les premières théories sur les émotions qui ont évolué de 1884 jusqu'aux années 1990 et encore aujourd'hui. Je n'ai pas fait un catalogue de l'ensemble des théories, mais des principales. Après la définition par Darwin, le stimulus était perçu comme inducteur d'une modification physiologique. Donc, c'est ce que je vous avais dit, c'est un peu la sudation, un peu la fréquence cardiaque qui monte. Et ces modifications étaient transmises pour James Lange au cerveau, qui évaluait et prenait place en fait une émotion. Donc, cette première théorie était assez sympathique dans la hiérarchie, sauf qu'effectivement, on a une décorrélation entre la modification physiologique qui est assez lente et finalement l'émotion qui apparaît. Et finalement, on parle d'émotion en millisecondes et pas en secondes, comme le laissait présager tout ce qui est modification physiologique. Et donc, avec la connaissance de tout ce qui a été physiologie et enfin pas mais biologie moléculaire et de tout le système du corps et de transmission au niveau du corps, est venue la théorie qu'on appelle centrale de Kernenbard. Là, effectivement, le stimulus était perçu directement par le cerveau avec un mix de ressenti et d'émotion. Vanessa, tu as coupé ton micro?
Ah, vous m'avez entendu ou pas du tout? On n'a pas entendu, je crois, les 2 dernières phrases. Je pense que quelqu'un a désactivé tous les micros de tout le monde, Ah, de d'accord, communiquer pardon. derrière. Donc, je finissais avec la théorie périphérique de James Lange et j'étais en train de commencer avec la théorie centrale de Cannon-Bard. C'est bon? C'est bon. Et donc, rapidement, effectivement, là, on parle d'un stimulus qui évaluait simultanément avec la notion de ressenti pour donner une émotion. Et donc, on faisait plus, enfin, la modification physiologique et l'émotion arrivaient simultanément. La problématique de cette théorie-là, c'est qu'effectivement, on faisait une abstraction de la construction mentale. C'est finalement, on était perçu, entre guillemets, hein, je deviens très simpliste, comme un animal. On a un stimuli, on réagit hormonalement et émotionnellement, et on n'a pas une espèce de construction de son soi et de sa conscience vis-à-vis du stimulus. Et donc, du coup, c'est les dernières théories qu'on appelle théories cognitives de Sachter, Lazarus et Zajong qui vont évoluer vers les théories du constructivisme social, où là, avec quelques évolutions, en fait, on prend en compte la cognition, c'est-à-dire la connaissance du stimulus, mais aussi de son ressenti en fonction de son soi et sa capacité et de sa construction mentale, mais également de l'environnement. Je ne vais pas aller dans le détail dans toutes ces théories, mais finalement, on arrive à des théories un peu contemporaines. Et je ne peux pas citer le modèle de Damasio. Finalement, on a une émotion qui est perçue comme individuelle et qui part finalement d'un stimulus, d'une sensation qui est la sensation physiologique, qui va remonter au cerveau, que ce soit le reptilien, c'est-à-dire où la notion de survie et de fuite plaisir agit, mais remonte également sur tout ce qui est système limbique avec les notions d'apprentissage et de construction du soi jusqu'au cortex périphérique, entre guillemets, qui va réagir à son environnement et pouvoir construire finalement toute une émotion. Et donc là, c'est juste pour vous présenter un petit peu les différents modèles qui ont existé, la peur, la joie et la tristesse, où on voit que ce n'est pas non seulement qu'une réaction physiologique, mais une interaction et des systèmes cérébraux divers qui se mettent en place pour pouvoir arriver à une émotion. Du coup, on a classifié des émotions, les émotions dites d'arrière-plan, qui sont vraiment liées aux besoins et à la motivation de l'individu, les émotions primaires. Il y en a 6 et qui ont été identifiées par Ekman et je vous en détaillerai tout à l'heure on parlera un peu plus tout à l'heure. Et puis les émotions que je dis un peu plus haute caractéristiques, puisqu'elles sont basées sur les émotions primaires et elles sont combinées, que ce soit avec l'inné et comme avec l'acquis et l'environnement. Et donc, on a des émotions beaucoup plus complexes qui font interagir finalement l'individu avec son environnement. Du coup, sur les fameuses émotions primaires, c'est celle-là qui intéresse beaucoup notre recherche et puis finalement ce qu'on fait à Okidia, parce que c'est 6 émotions primaires qui ont été identifiées donc, par Ekman, qui sont innées, universelles et qui ne dépendent pas de la culture. Et donc, finalement, on a peu de variations qui existent et les peu de variations qui ont été perçues au cours du temps, depuis qu'elles ont été définies, elles sont liées soit à l'intensité de l'expression, c'est-à-dire la colère est plus ou moins intense, soit elle dépend un peu d'un groupe. On a quelques petites variations sur la profondeur finalement de ces expressions. Donc en fait, il y en a 6, la colère, la peur, le dégoût, la surprise, la joie et la tristesse. Et ce qui est très intéressant pour nous, c'est qu'effectivement, quelle que soit la race, quelle que soit l'ethnicité et quel que soit l'âge, on a des caractéristiques qui fait qu'on est capable de repérer ces émotions primaires. Les évolutions secondaires, elles sont un mix de ces 6. Et donc là, j'ai pris la charte des émotions secondaires qu'on retrouve notamment pour le spectre de l'autisme, puisque ça permet, c'est un trouble du neurodéveloppement où effectivement la compréhension par les enfants qui ont du spectre autistique des émotions est un peu plus complexe.
On a essayé, l'association a essayé de mieux faire comprendre à quoi correspondaient ces mélanges d'émotions. Et donc, nous, on ne va pas tellement s'intéresser à celle-ci, même si dans nos outils, on aimerait pousser jusqu'aux émotions secondaires. Donc, ce que je voulais vraiment vous indiquer, c'est que finalement, on est parti de 6 émotions primaires qui ont été catégorisées, qu'on est capable, avec un peu plus de finesse, de modéliser sur plusieurs dimensions, selon l'intensité de l'affect et selon la valence affective, c'est-à-dire la force. Et de là, on a ce qu'on appelle la roue des émotions qu'on peut faire merger sur les modèles de Russell et de Very. Donc, c'est la figure de gauche, où on a des notions d'intensité et de valence. Et du coup, on peut interpréter, grâce à la reconnaissance des émotions, grâce aux photos, les différentes émotions. Et donc, c'est un peu ce qu'on va faire à Okidia, c'est-à-dire qu'on va filmer l'enfant pendant qu'il va jouer et on voit que l'ensemble des émotions, ici la colère, correspond à des sourcils rapprochés et vers le bas, un regard direct et agressif et des lettres pincées. Et en fait, on va découper en fait toutes ces images et avoir des marqueurs qui vont permettre, après une analyse, de classifier une image comme étant le reflet d'une émotion que sera soit la colère, le dégoût, le mépris, la tristesse et la peur. Et ça, sur finalement ce petit axe qu'on appelle le circonflexe de Russell, avec la force et le côté plaisant, pas plaisant. Mais maintenant, aujourd'hui, on arrive aussi également à le faire en 3D, c'est-à-dire avec cette notion d'activation, désactivation, notion de valence, donc ça me plaît, ça ne me plaît pas, et de dominance, c'est-à-dire parmi toutes ces émotions, quelle est celle qui domine par rapport aux autres. Et c'est ce qui nous intéresse à Okidia grâce à l'intelligence artificielle, puisqu'aujourd'hui, on va être capable, à partir d'une image tirée d'une vidéo, de pouvoir, grâce à, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais grâce à des réseaux de neurones, classifier finalement ces images. On voit ici, en fait, on a l'image qu'on classifie selon différents modèles d'intelligence artificielle. En parallèle, on fait la même chose avec la catégorisation des émotions. Et après entraînement avec de nombreuses images, on va arriver avec un modèle comme ça, où finalement, à partir d'une série d'images d'un individu, on va pouvoir savoir quel est son état émotionnel grâce à l'image qu'on aura prise. Alors, pourquoi c'est important pour les troubles du neurodéveloppement? Alors, je vous fais faire vite un petit rappel des troubles du neurodéveloppement et pourquoi nous, on s'en intéresse. C'est qu'effectivement, les troubles du neurodéveloppement, c'est une altération précoce et de sévérité variable des fonctionnements personnels, sociaux, scolaires et occupationnels. En gros, c'est des enfants qui ne pensent pas, n'apprennent et ne réfléchissent pas comme la plupart des enfants. Ils ne sont pas dans ce qu'on appelle la norme. Et c'est important pour nous parce qu'on appelle ça des handicaps invisibles, surtout pour ceux qui apparaissent après 5 ou 6 ans, donc en dehors du spectre autistique sévère et des déficiences intellectuelles, parce que c'est assez difficile finalement de poser un diagnostic sur ces enfants-là, alors que finalement les conséquences sont assez impactantes et négatives à long terme jusqu'à l'âge adulte. Ça concerne généralement entre un enfant sur 5 et un enfant sur 6, quel que soit le pays. Les statistiques sont assez globales là-dessus et qu'il y en a très peu finalement, 8% qui sont diagnostiqués. Et vous connaissez certainement pour la plupart d'entre vous le fait que finalement dans un enfant, il y ait plus d'un trouble. Donc on se retrouve avec une classification des troubles du neurodéveloppement qui est assez catégorielle, c'est-à-dire qu'on a mis dans des cases grâce au DSM-5, ce qui est bien parce que finalement, on peut apporter une information et rassurer un enfant sur savoir dans quelle catégorie on appartient, c'est bien pour l'enfant et le parent. Mais finalement, on a occulté maintenant pas mal de notions de comorbidité et dans ces comorbidités également, la notion de régulation socio-émotionnelle
qui est commune, ou en tout cas qu'on retrouve très souvent dans l'ensemble des troubles du neurodéveloppement. Donc, l'approche d'Okidia, ça a été de passer, qui est pas là, on n'est pas les seuls, hein, ça vient du RDoC, du Search Domain Criteria, avec Casey Bissell et Thomas Insel, mais d'autres en France, où finalement, on va repenser cette catégorisation des troubles du neurodéveloppement qu'on trouve dans le DSM-5 pour aller vers une approche un peu plus dimensionnelle qui va essayer de prendre en compte finalement tous ces domaines émotionnels. Alors, la partie neurobiologie que je vais occulter aujourd'hui, ce qui concerne génétique et moléculaire, mais également toute la partie comportementale et cognitive. Et ce qu'on aimerait faire à Okidia, et c'est un mouvement qui est en train d'émerger, c'est de se servir de l'appétence des nouvelles technologies, des enfants pour les nouvelles technologies et d'intégrer ce qu'on appelle l'épidémiologie digitale, c'est-à-dire d'essayer d'appréhender le fonctionnement cérébral à partir de signaux émis par soit une tablette, soit un téléphone. Dans la littérature, effectivement, on n'a pas inventé ça et on ne s'est pas dit du jour au lendemain, tiens, on va regarder les émotions et les troubles du neurodéveloppement et quel est le rapport entre les deux. Il y a pas mal de littérature qui existe et qui sort de plus en plus depuis les années 2018 et 2019, que ce soit sur les enfants qui ont des troubles du déficit attentionnel, mais également des enfants qui ont des troubles de l'apprentissage, spécifiques de l'apprentissage, donc de façon plus globale sur les troubles du neurodéveloppement. Là, j'en ai cité quelques-uns. Et les schémas qui arrivent montrent effectivement qu'il y aurait une corrélation entre la dysrégulation émotionnelle et les différents symptômes que l'on voit, notamment attentionnels, la capacité de travail et de mémoire, comme de contrôle inhibitionnel et la capacité à shifter. Ces deux schémas qu'on retrouvera, je vous donnerai les références, enfin toutes les références, c'était celles de précédemment. Donc, finalement, au niveau littérature, cette relation, elle existe. Et ce qu'on a voulu faire à Okidia, c'est évaluer comment ces émotions, à partir de marqueurs qu'on va capter depuis une tablette et de jeux, on est capable d'effectivement prédire ces troubles du neurodéveloppement. Donc, en gros, comment ça se passe? On fait jouer un enfant pendant 20 à 30 minutes sur une tablette et pendant qu'il joue, on capte ce qu'on appelle la psychométrie digitale, c'est-à-dire tout ce qui est temps de réaction et précision sur la tablette, mais également on le filme grâce à la caméra intrinsèque et on va pouvoir capter comment il évolue et donc comment ses émotions évoluent au cours du temps et toutes les notions d'eye tracking, puisque effectivement on verra un peu plus tard que l'eye tracking pourrait être également un reflet des émotions. Et tout ceci est possible grâce au moteur d'intelligence artificielle et notre but finalement est d'offrir aux praticiens de santé un espèce de rapport équivalent au rapport des tests sanguins, où finalement, à partir de métriques qui ont une pertinence clinique, vous pouvez, vous, en tant que praticien de santé, vous positionner sur un diagnostic avec un petit entretien et une petite anamnèse qui reste l'expertise du praticien de santé. Mais l'idée, c'est de fournir des métriques plus objectives que les questionnaires précédents, qui sont souvent peu consensuels, sur les 3 axes, le comportement, la cognition et l'émotion. Donc, aujourd'hui, on a 3 projets d'études, le XRI for Kids, le Epidia for Kids. L'un est assez trivial, entre guillemets, puisque c'est entre 20 et 35 minutes. Là, on collecte de la donnée et on voit si nos algos fonctionnent et peuvent être entraînés de façon beaucoup plus fine. Epidia, c'est notre étude préclinique qui a été validée au CPP et à clinicaltrials.gov. Et donc, notre ambition, c'est de collecter ces données et effectivement de voir si toutes les hypothèses qu'on a posées précédemment sont vraies. Aujourd'hui, sur Epidia for Kids, pour vous mettre un peu plus
connaître un peu plus ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, on prend du tout venant. On a ciblé les 7-12 ans parce que c'est à ce moment-là où on a vu que l'impact était, enfin, la demande de diagnostic était la plus importante, d'évaluation. Et deuxièmement, c'est là où on avait le plus de profils un peu différents et non labellisés. Donc, on a focalisé là-dessus et en parallèle des jeux, pour vérifier ce qu'on fait est bien valide, on fait les tests gold standard que sont les tests neuropsychologiques et certains questionnaires. Et en plus, sur 10% de la population, en fait, on va rajouter une validation avec une étude de l'activité électroencéphalogramme avec un casque mobile pour vérifier que ce qu'on voit a été confirmé par une autre méthode. Et donc, les mesures qu'on fait, c'est la psychométrie digitale, l'eye tracking, les émotions, le gaze et le digitracking. Les premiers résultats aujourd'hui, voilà à quoi ça ressemble en fait. Aujourd'hui, en temps réel, quand on fait jouer un enfant, on est capable d'avoir tout ce qui est biométrie, donc l'eye tracking, de voir où l'enfant regarde et se déplace sur sa tablette pour corréler finalement les deux phénotypes d'eye tracking et de tracer du doigt. Mais également, en parallèle, et c'est ce qui nous intéresse ce soir, on est capable de voir, bon, ici, le trouble n'est pas, c'est pas un enfant qui a des troubles du neurodéveloppement, mais on voit qu'on est capable de suivre au cours du temps les différentes émotions qui sont analysées par l'étude des différentes images que l'on collecte lors de la vidéo. Et donc, en faisant cet exercice sur maintenant, on a à peu près une centaine d'enfants qui sont passés dans nos mains depuis octobre. On est capable, alors c'est des résultats très préliminaires, hein, il nous faudra plus d'enfants pour valider tout ça, mais on s'aperçoit qu'un enfant qui n'a pas de trouble du neurodéveloppement a peu de variations dans ses émotions lorsqu'il joue, ou en tout cas dans les émotions qui sont engagées, alors que lorsqu'on a un enfant qui est dit neuroatypique, on voit qu'on a des variations beaucoup plus importantes. Tout ce qui est rouge, en fait, c'est ce qui montre des grosses variations par rapport aux enfants qui sont dits neurotypiques. Ici, on est sur de la peur, si je me souviens bien. Donc, on voit qu'il y a une différence d'émotions engagées lorsque l'enfant joue sur le même type de jeu, qu'il soit neurotypique et neuroatypique. Et c'est ce genre de signaux qu'on essaye de capter et de valider scientifiquement, plus cliniquement, pour qu'ensuite on puisse s'en servir comme marqueur beaucoup plus objectif que les questionnaires actuels et que ce soit des métriques que vous pouvez utiliser ensuite dans vos diagnostics. J'en ai plus pour longtemps, je vous promets. Donc, finalement, des résultats préliminaires et de ce qu'on voit de la littérature review qui a été faite principalement dans les laboratoires, on voit que les émotions, par l'analyse du visage, sont des choses qui sont beaucoup plus stables, puisqu'on s'aperçoit qu'elles sont acculturelles, qu'elles ne varient peu ou très peu avec l'âge, alors que finalement, quand on regarde les structures d'un cerveau, qu'il ait 8 ans ou 20 ans, on a découvert, parce que c'est encore aussi très récent, que ce cerveau-là était complètement différent, qu'il soit enfant, adolescent et adulte, mais qu'également le développement cognitif et affectif et les mécanismes qu'engageait un enfant ou un adolescent par rapport à un adulte, c'est la figure qui est ici, est complètement repensée ou différente. On a les mêmes domaines ou fonctions qui sont là, mais les interactions entre ces domaines-là sont différents quand on est un cerveau adulte ou un cerveau adolescent. Et donc, c'est pour ça qu'il nous est peut-être apparu judicieux, notamment pour rendre plus accessible et plus facile l'aide au diagnostic avec ces métriques-là, de travailler sur l'analyse du visage plutôt que repartir dans de l'imagerie médicale. Donc, aujourd'hui, voilà le message que je voulais vous faire passer. Pour parler un peu plus d'Okidia et de l'équipe, j'ai mis quand même une petite slide sur qui on est. Donc, on est une équipe de 5-6 personnes.
avec une partie clinique et une grosse partie d'intelligence artificielle et d'architecture IT, puisque tout ce qu'on fait, on veut le faire de façon réglementaire et RGPD, CNIL et CPP. On a un comité éthique et scientifique qu'on voudrait étoffer avec des spécialistes du neurodéveloppement, mais également du comportement, de la donnée comportementale et de la neuropsychologie avec notamment Olivier Houillet. Et aujourd'hui, on cherche effectivement des collaborations parce que nous sommes la partie recherche accessible, entre guillemets, et sans les praticiens de santé, finalement, on ne fait que de la recherche fondamentale et le but d'Okidia, c'est de rendre accessible cette recherche et qu'elle devienne appliquée au service des praticiens de santé. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de vous, autant sur la construction des jeux, puisqu'aujourd'hui, on est sur une batterie de 3 jeux, mais on aimerait bien l'étendre avec les différentes compétences qui nous manquent, mais également sur la construction de ces métriques pour voir si effectivement elles correspondent bien à des choses que les praticiens de santé attendent. Aujourd'hui, pour finir et conclure ce petit webinaire, je vous ai mis un peu de lecture. Alors, il y avait la partie plus scientifique avec de la lecture d'articles scientifiques qui ont été publiés dans différents journaux, mais également de livres un peu plus triviaux, que ce soit avec les livres de Damasio, comme ceux de Sanders ou de Henry et Vernet, parce que j'ai trouvé que le livre était assez sympathique pour avoir pas que la partie recherche, mais également comment au quotidien je peux gérer les émotions chez des enfants et des adolescents. Voilà, j'en ai fini, le contact est là et puis plus que ravie de répondre à certaines de vos questions si j'ai suscité un peu d'intérêt et de questionnement de votre part. Merci Vanessa pour cette présentation. Donc oui, n'hésitez pas dans le chat à mettre vos questions ou même directement, vous pouvez prendre la parole, il n'y a pas de souci. Je compléterai aussi une chose que disait Vanessa, donc effectivement, plus on aura de professionnels qui viendront nous aider pour récupérer des datas, tester tout ça, plus Okidia justement pourra avancer dans ses études et nous aider. Donc voilà. Donc, si vous avez moi j'ai quelques petites questions, mais je vais attendre peut-être que d'autres en auront. Excusez-moi, bonjour. D'une entreprise en devenir sociale et solidaire qui est Les Années Compagnie. Moi, je suis formatrice dans le domaine du handicap et j'ai déjà fait des formations, enfin je propose aussi des formations pour les accompagnateurs et les animateurs qui accompagnent des enfants en situation de handicap, notamment sur tout le volet aussi des handicaps invisibles. Voilà, moi-même, je dirige des ateliers artistiques, pluridisciplinaires et j'interviens aussi pour des structures, pour des adultes ou des adolescents en situation de handicap mental et psychique. Ma question, c'est plutôt sur le volet, là, sur le slide très pragmatique. Vous aviez un slide, je ne sais plus c'est lequel, parce que vous êtes passé très vite. Pardon. Sur tout un ensemble de disques qui... Celui-là. Excusez-moi. Voilà, effectivement. Et je vois ce qui m'a interpellée, c'est TSA, cognition sociale, et vous descendez sur, alors, c'est handicap ou je sais pas, maladie psychique, schizophrène, TR, bipolaire. Est-ce que vous pouvez un peu étayer ce graphique et nous dire un petit peu plus, par exemple, pourquoi et en quoi les émotions... Moi, de ma lecture, j'ai l'impression que le TSA, il y a un versant à l'âge adulte qui se transforme ou qui se décline en des maladies psychiques telles que schizophrénie, bipolaire, voilà. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire? Oui. Je suppose que c'est trouble. Ouais.
Oui, c'est une représentation très schématique des troubles du neurodéveloppement. Effectivement, donc là je n'ai pas tenu compte de l'âge et j'ai essayé d'être simple et représentatif. Mais effectivement, d'après la HAS, alors j'essaye d'être d'être au plus près de ce que la HAS et le DSM-5 disent. Effectivement, il y a 6 troubles du neurodéveloppement d'après la HAS. C'est des catégories. Moi, j'ai un peu de mal avec ça parce qu'effectivement, on s'aperçoit, si on regarde les symptômes, pour tomber dans une ou l'autre des catégories, des fois, ces catégories, finalement, elles s'overlappent. Et donc, les symptômes, pour moi, l'étude des symptômes est plus pertinente que l'étude de la boîte en elle-même. Ouais, C'est toute l'approche qu'on a au Kidia. Et effectivement, si on regarde la littérature et l'évolution de ces symptômes, on peut avoir un TSA ou même un TDAH et évoluer dans une certaine proportion vers des troubles psychiques, de la schizophrénie et de la bipolarité. Il y a énormément de littérature là-dessus et on ne connaît pas encore finalement tous les facteurs de risque des enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement pour évoluer vers des maladies psychiatriques plus sévères. Ce qu'on essaye de faire à Wikidia, c'est 2 choses en parallèle, parce qu'on est une équipe, même si on est une société par action simplifiée, même si on a l'économie sociale et solidaire, on reste une société. On est principalement, les fondateurs sont très recherche, mais le but, c'est également de pouvoir rendre cette recherche accessible au plus grand nombre. Donc, dans l'axe recherche, on aimerait bien appréhender le fonctionnement cérébral des 7 à 15 ans d'abord, parce que c'est là où on a une première vague où il est possible de révéler des enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement par l'étude des symptômes et justement en regardant finalement juste le diagnostic qu'a fait un médecin. Donc, quand les enfants passent chez nous, ils sont réévalués par tous les questionnaires parce que c'est impossible, mais on essaie de réévaluer finalement la pause qui a été faite par le médecin précédemment. Et ensuite, on voudrait les suivre effectivement et on est en train de déposer une autre étude pour les suivre de façon longitudinale pour qu'effectivement, une fois qu'ils ont été étudiés, combien vont évoluer soit vers des troubles du neurodéveloppement avec plus de sévérité, soit avec d'autres comorbidités que sont les dépressions, les troubles du sommeil, les épilepsies ou la psychiatrie un peu plus que j'appelle sévère, que sont la schizophrénie, la bipolarité. Donc effectivement, c'est difficile de faire un screenshot et de faire tomber un enfant ou plusieurs enfants dans certaines boîtes. On est très conscient que le diagnostic qu'on va faire, il va falloir le tester, ou l'aide au diagnostic en tout cas, il va falloir le tester aussi au cours du temps et en fonction de l'âge et des différentes apparitions de comorbidités qui risquent d'arriver, effectivement. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais effectivement, c'est plus complexe que juste un screenshot sur cette slide. Non, mais je suis au courant de ce sujet-là, effectivement, avec la DMS, mais c'est juste comprendre un peu votre interprétation et votre analyse sur voilà, ces catégorisations que vous dites de l'AMS, des DSM-5, qui me semble un peu plus... moi, l'interprétation que j'en ai, c'est une histoire davantage de spectre et d'évolution identitaire, parce qu'on n'est pas, sur effectivement un état statique, voilà, de la maladie. Et il y a aussi différents spectres, nuances de l'identité psychique d'un individu qui effectivement va évoluer en fonction de l'inné et de l'acquis, effectivement. Ou simplement peut présenter des caractéristiques qui peuvent paraître être une maladie schizophrénique qui ne l'est pas en réalité. Oui, bien sûr. Comme vous dites très bien, effectivement, on a un questionnaire qui est assez figé et qui tend vers une catégorisation qui augmente encore plus cette surestimation.
Alors que, voilà, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Et là, votre recherche, elle est très intéressante de ce point de vue-là, effectivement. Merci en tout cas de la réponse. Avec plaisir, mais si plaisir d'en discuter, effectivement, c'est un peu l'approche plus du symptôme et finalement de savoir si on est au-dessus ou en dessous d'une norme qui peut évoluer aussi en fonction de la société. Enfin, on l'a vu notamment avec les questionnaires dits de dépression avant et pré-Covid et post-Covid, hein, où finalement la société ayant changé, la société a plus changé, donc la norme a changé, mais les questionnaires n'ont pas changé avec ce passage pandémique. Et donc, du coup, finalement, est-ce qu'on est tous dépressifs ou c'est la société qui a changé et donc le questionnaire est plus adapté à la société actuelle? Enfin, c'est un peu toutes ces problématiques-là et donc on essaye de sortir un petit peu de ces catégorisations tout en les gardant comme pour l'instant, c'est la vérité, enfin, c'est ce qui est utilisé dans vos pratiques, donc il ne faut pas non plus complètement l'occulter, mais de réinventer la façon de faire et avec la connaissance, notamment en neurobiologie qui existe et de l'imagerie médicale du cerveau, il y aura plein de choses qui vont s'ajouter et pouvoir affiner finalement cette nouvelle façon de voir comment on classifie les troubles du neurodéveloppement. Très bien, merci. Moi, j'avais juste 2-3 petites questions, parce que dans le chat, il n'y en a pas forcément. L'outil que vous proposez, là, c'est plus un aide au diagnostic ou un pré-diagnostic qui, après, va te donner une orientation qui, effectivement, fera l'objet de tests complémentaires, peut-être, j'imagine? Alors, effectivement, aujourd'hui, l'ambition, c'est d'être une aide au diagnostic. Et pour être une aide au diagnostic, les métriques, on les a créées, on les valide en préclinique et il faudra les valider avec une étude clinique qu'on envisage en juin si on arrive à lever et à susciter suffisamment de traction vis-à-vis des professionnels de santé. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est plus du pré-screening parce qu'on n'aura pas la validité clinique, mais on aimerait effectivement être une aide au diagnostic. Enfin, notre ambition, elle est peut-être un peu forte, mais notre ambition, ça serait de pouvoir vraiment se substituer à ces fameux questionnaires et au niveau global, c'est-à-dire qu'effectivement, quand vous allez voir un médecin ou un praticien de santé, quand vous n'allez pas bien, quelles que soient les autres maladies, vous allez souvent avoir une prescription d'un bilan sanguin. Et à partir de ce bilan sanguin qui revient au praticien de santé, on va soit vous traiter, soit vous orienter vers un spécialiste, soit vous orienter vers de nouveaux examens parce que le praticien de santé n'aura pas pu poser son diagnostic ferme. L'idée, c'est de construire ces métriques qui finalement vont pouvoir vous permettre ensuite d'avoir soit cette aide au diagnostic, soit d'orientation thérapeutique, soit d'orientation vers un autre spécialiste. Mais ça demande un peu de temps. Donc, oui, j'imagine, oui. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour. Motricienne. Je trouve aussi cette étude intéressante, notamment dans ce que vous disiez plutôt par rapport à la classification des TND. Est-ce qu'il est envisagé dans votre étude de croiser un petit peu ces informations? Alors, vous en parliez un petit peu, je crois, mais vous êtes passé peut-être un peu vite ou je n'ai pas bien entendu. Sur éventuellement du travail avec des équipes autour du cerveau ou du fonctionnement cérébral avec les nouvelles technologies qu'il y a aussi dans l'analyse du fonctionnement cérébral. Est-ce qu'il y a des études, enfin des corrélations ou des choses qui pourront se mettre en place aussi par la suite pour essayer d'affiner un petit peu ça? Oui, alors effectivement, dans l'idée, aujourd'hui, on n'utilise que l'EEG, donc l'électroencéphalogramme, et on a pris la décision de faire ça avec des casques mobiles qui ont été montrés comme ayant suffisamment puissants pour différencier les différentes émotions avec ce type de casque qui ne donne pas la même qualité et la sensibilité qu'on retrouve avec des casques EEG
dans les laboratoires. Donc aujourd'hui, l'EEG, on l'a intégré parce que c'est facile et accessible. Parce qu'encore une fois, on n'amène pas les enfants au laboratoire, on va directement soit chez eux, soit dans un environnement qui peut être la classe ou lorsqu'ils sont en centre aéré, donc une salle qui n'est pas trop stigmatisante, parce qu'on veut tester ça également. Faire de l'imagerie médicale un peu plus poussée, que ce soit de l'IRM ou du DTI ou de l'IRM fonctionnel, avec grand plaisir de pouvoir collaborer avec certains laboratoires. La problématique, c'est qu'effectivement, ça coûte très, très cher. Donc oui, si on arrive à avoir un financement avec un des laboratoires, mais effectivement, on a attendu certaines perches, certaines ont marché, d'autres non, mais le but, ça serait aussi de voir s'il y a des impacts au niveau du cerveau, autre que l'électroencéphalographie. On a une question de Elisa. Pensez-vous mettre au point la même chose pour l'aide au diagnostic sur les enfants de moins de 7 ans et pour les grands ados et adultes? Alors, oui, plus tard. C'est toujours pareil, c'est une question d'argent et de financement. C'est par étude clinique, c'est à peu près 1 million pour vous donner un ordre de grandeur. Donc, on a décidé de faire les 7-12 d'abord parce qu'on s'est aperçu, c'était là où il y avait le plus de demandes et le plus d'impact. Donc, quitte à changer un peu les choses, on a voulu faire les 7-12. Pourquoi pas avant 7 ans? Parce que souvent, les déficiences intellectuelles et les troubles autistiques sont assez bien repérés, notamment avec des outils numériques. Alors, pas encore disponibles en France, mais on a une entreprise américaine qui s'appelle Cognoa, qui est capable de détecter les spectres autistiques à l'âge de 18 mois, 18 à 22 mois. Donc, on ne va pas redévelopper des choses qui ont déjà été faites. Ils ont eu un marquage CE l'année dernière, donc ça devrait être disponible au plus grand nombre rapidement. Mais oui, effectivement, 7-12 et ensuite 12-17 avec les troubles du comportement ou obsessionnels qui apparaissent un peu plus ou d'anxiété un peu plus sévère qui apparaissent lors de la prépuberté et de la puberté. Donc oui, mais il faut qu'on soit un peu focus. Bien sûr. Autre question de Marilou. Le quid des résultats avec des patients amimiques ou ayant un défaut de mobilité, atteints d'épraxie orofaciale ou autre? Alors, on essaye d'avoir un minimum de questionnaires cliniques. Et donc, effectivement, le but étant… Alors, s'ils sont détectés, on pourra essayer d'avoir des profils bien spécifiques de ces patients-là. Si effectivement, ils ne sont pas détectés parce que ces troubles sont plutôt légers, avec un défaut peu perceptible, ça risque de tomber dans du bruit aujourd'hui. Donc, on a quelques marqueurs qui sont connus dans la littérature. Il faut qu'on voie si on les retrouve dans nos populations. On n'en a pas eu aujourd'hui encore des patients comme ça. Donc, je ne peux pas vous dire. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour. Oui, j'avais une question, s'il vous plaît. Oui. En fait, j'en ai exactement deux. Alors, je suis psychomotricien. La première question que j'avais, c'était de savoir s'il existe une corrélation entre la valence positive de l'émotion et les réactions des fonctions biologiques. Je ne sais pas si j'exprime bien ma question, j'essaye de reprendre vos termes. Est-ce que C'est-à-dire, par exemple, des poussées de cortisol ou de certaines hormones, c'est ça? La physiologique, cette physiologie-là? Oui, en situation, voilà, en situation de stress, ou bien à l'inverse, en situation de plaisir, est-ce qu'il y a d'autres marqueurs biologiques qui sont assez universels? Oui. Bah, que ce soit le cortisol, notamment, alors beaucoup sur le stress et l'anxiété et sur les processus attentionnels.
Là-dessus, il y a beaucoup de marqueurs. D'accord. Je pourrais si vous avez mon adresse email, je pourrais vous passer deux, trois papiers qui le décrivent. Effectivement, j'en ai pas parlé de ces corrélations. Mais effectivement, il y a pas mal de littérature là-dessus qui montre une corrélation entre ce que j'appelle la biologie moléculaire, donc que ce soit l'étude des hormones ou de certaines molécules qui sont liées au stress, ou de polymorphisme, c'est-à-dire de marqueurs génétiques qui sont corrélés ou associés avec des pathologies liées au stress ou l'anxiété et qui, eux, sont corrélés effectivement avec des marqueurs biologiques ou émotionnels, analysés par reconnaissance faciale. Donc oui, il y en a quelques-uns, effectivement. D'accord. Je suis désolée, hein, Ok, c'est intéressant. j'ai pas tout Je me suis permis. référent, mais j'ai deux, trois papiers que j'ai vu passer. Si ça vous intéresse plus particulièrement, je peux vous les faire passer. Ah oui, oui, avec plaisir. Je me suis permis de mettre mon adresse mail éventuellement Ok. si vous avez la possibilité de me transmettre ces documents, c'est super. Je vous remercie. Et puis l'autre question, elle est un peu plus complexe et elle rejoint ce que vous disiez par rapport aux marqueurs faciaux que vous avez Ouais. identifiés. Enfin, l'outil que vous avez développé pour rendre puissant, j'ai envie de dire, le diagnostic avec l'IA. Je me demandais justement, vous avez pris des enfants tout venant pour construire votre outil. C'est bien ça. Les enfants TND, on sait que le traitement de l'information émotionnelle est possible et qu'elle est correcte globalement, mais que c'est le passage, enfin dites-moi si je me trompe, hein, mais que c'est le passage à l'expression de ces émotions qui pose problème. Et vous nous l'avez montré avec le graphique de l'enfant neurotypique qui a les émotions qui vont, j'ai envie de dire, dans tous les sens sur la période de mesure. Et du coup, je me demandais, est-ce que les fonctions biologiques pourraient venir justement croiser les observations pour déterminer si éventuellement il y a ce problème et donc on peut acter un diag, ou si éventuellement c'est autre chose, parce que finalement l'expression des émotions oui. Allez-y. L'expression des émotions. J'allais dire, l'expression des émotions se fait aussi beaucoup par le corps, par des réactions tonico-émotionnelles, justement, par des gestes, par des décharges motrices, voilà. Et puis du coup, on en parle peu dans les études scientifiques. Il y a beaucoup de choses sur le facial, mais il y a peu de choses sur le corps. Alors, l'hypervigilance. Alors, je pense qu'il y en a quand même pas mal dans la littérature, surtout sur les enfants qui ont un spectre de l'autisme. Parce que c'est ce qui a été, faut pas se mentir, hein, le plus financé depuis ces 10-15 dernières années par rapport aux autres troubles du neurodéveloppement. Il faut bien commencer quelque part, c'est bien. Je pense qu'il y en a quelques-uns et il y a 2-3 papiers qui sont sortis, notamment l'année dernière, si je me souviens bien, où justement ils étudiaient, alors c'est sur le spectre autistique, hein, des enfants, vraiment la position et la façon de se mouvoir dans une pièce d'un enfant lorsqu'il jouait, pour voir effectivement des marqueurs émotionnels et de mouvement, mais de l'ensemble du corps. Nous, on a pris le parti de se dire, on va essayer de faire un outil qui peut être utile dans la vie de tous les jours d'un praticien de santé. Mettre des vidéos dans une salle d'attente réglementairement et puis pour analyser tout ça, c'est peut-être pas si facile. Donc, on s'est dit, on va prendre la tablette et effectivement, on filme l'enfant et donc on regarde les expressions faciales, mais on collecte en même temps, je ne l'ai pas dit parce que c'est un peu trivial ce soir, mais on regarde également le tracé du doigt et comment il va réaliser sa tâche, son jeu. Et tout ça, tous ces signaux-là sont synchronisés. Donc, on est aussi capable, plus tard, de regarder la corrélation entre les émotions d'un enfant lorsqu'il joue et sa façon de mouvoir son doigt. Et est-ce que cette motricité qui est dite plus fine, parce qu'effectivement, on n'a pas l'ensemble des mouvements corporels, on n'a que le tracé du doigt et l'émotion faciale, est-ce que ça, c'est prédicteur
d'un trouble du neurodéveloppement et ou d'une émotion, et essayer de voir s'il n'y a pas des corrélations. En fait, on collecte pas mal de données. On n'est que 4, 5 aujourd'hui. Donc, il y a plein de données qui vont pouvoir être utilisées pour des thèses et dans des laboratoires pour justement étudier toutes ces corrélations. On n'en est qu'au début. D'accord. C'est vrai que le eye tracking aussi. La tracking aussi, on Ok. fait du eye tracking à partir de Merci. la vidéo et du gaze la projection. Donc, Mhm. l'idée, c'était de se dire, une tablette, c'est facile à donner à un enfant quand il est dans une salle d'attente. Quels signaux on est capable enfin, quel type de flux on est capable de collecter à partir de cette tablette et quel type de caractéristiques sont connues dans les laboratoires et qu'on peut retrouver grâce à la capture de ces données à partir d'une tablette. Donc, le travail est encore long, mais il y a D'accord. Ok. quelques premiers résultats qui sont plutôt intéressants. Et puis ensuite, on validera cliniquement ceux qui sont les plus pertinents. Et puis, on verra ensuite les problématiques de corrélation entre eye tracking et effectivement prioception et puis émotion et puis tout le contexte socio-économique parce on collecte dans nos questionnaires lors des critères d'éligibilité et puis 2, 3 questions sur le statut socio-économique. Voilà, il y a plein de choses à faire. On a besoin de plein de gens qui veulent bien mettre les mains dans les datas et qui s'intéressent à différentes problématiques. Parce que nous, on ne pourra pas tout faire, on le sait. Ok. Merci pour votre réponse. Merci à vous. Nous avons Naissant, je suis désolé, qui a levé la main, qui a une question. Oui, enfin, c'est plutôt une demande d'affirmation parce que de ce que j'entends, et merci monsieur pour vos questions parce que en fait, ça met en lumière cette idée que effectivement votre étude, elle n'est qu'au tout début et ce n'est qu'un segment de compréhension possible pour déterminer si les émotions ont un impact sur le neurodéveloppement. En aucun cas, il me semble, et puis ce serait dangereux en fait de faire une conclusion aujourd'hui à dire, au vu des résultats que vous avez, que telle fréquence des pics émotionnels, si je peux résumer ainsi, vous m'en voudrez pas, signifie que, par exemple, cet enfant est autiste. Et telle fréquence émotionnelle, cet enfant fait partie il aura des problèmes d'apprentissage. À l'heure actuelle, absolument pas. Je pense que on peut pas déterminer, on peut pas faire de conclusion sur tout ce qu'on peut voir, c'est l'intérêt effectivement, on a une fréquence émotionnelle et moi je suis contente parce que de voir ce résultat parce qu'elle bat en brèche cette idée reçue que j'ai entendue plusieurs fois que les enfants autistes ne ressentaient pas des émotions, étaient éloignés émotionnellement, alors que c'est limite à l'inverse. Effectivement, c'est l'expression, c'est l'identification des émotions qui peuvent leur poser problème parce que leur compréhension du monde n'est pas le même. Oui, c'est tout à fait ça. Or, on est encore dans certaines idées qui supposent qu'on est avec un enfant en situation de il n'a pas d'émotion, donc ça l'intéresse pas quand il s'éloigne d'une activité, quand il s'éloigne d'un résultat. Or, c'est totalement l'inverse. Souvent, c'est autre chose qui se passe. Oui, alors effectivement, ce n'est pas avec l'émotion qu'on va pouvoir détecter si un enfant a des troubles du neurodéveloppement. C'est un des phénotypes qu'on regarde. Donc, il y a les émotions, il y a la cognition et le comportement. Donc, là, je vous ai parlé que de l'émotion parce qu'il fallait bien commencer par une dimension. Mais effectivement, nous, on est sur les 3 axes, la cognition, l'émotion et le comportement. Et l'ensemble des 3 fera qu'on aura des profils, enfin, en tout cas, c'est notre hypothèse, des profils un peu mieux différenciés des troubles du neurodéveloppement et d'avoir cette notion d'overlap, c'est-à-dire de chevauchement de ces comorbidités et de savoir finalement est-ce que c'est
un TDAH dyslexique ou juste un TDAH, ou est-ce qu'effectivement il y a un problème émotionnel qui est beaucoup plus important qu'un problème de l'attention ou du spectre autistique, pour la première chose. Et la deuxième chose, effectivement, on est d'accord que de toute façon, l'ensemble de ces enfants sont le plus souvent capables de faire n'importe quelle tâche. C'est juste la trajectoire, ou le chemin des actions pour faire la tâche qui est souvent différente. Donc, parler de précision et de capacité à faire ou à pas faire, je pense que tout le monde, la plupart d'entre eux sont capables de le faire. C'est le chemin qu'ils prennent qui est différent parce que leur cerveau est structuré différemment. Ils ne pensent pas ou ne se comportent pas tout à fait correct, comme la norme, on va dire. Mais ils arrivent à faire différemment. Et pour finir sur le spectre, les troubles du spectre autistique, il y a une petite une start-up qui s'appelle Emoface et qui a beaucoup travaillé là-dessus et justement qui a construit une application qui permet aux enfants qui ont des troubles du spectre autistique justement de reconnaître les émotions. Donc, on part du principe qu'ils savent les reconnaître, c'est qu'ils savent les exprimer. Oui, tout à fait. Mais c'est dans la reconnaissance par rapport au reste, à la norme de la population, qu'il y a un peu une différence d'appréhension, de compréhension. C'est un peu, pour être un peu vulgariser ça, c'est un peu comme quand on est daltonien, on voit des différences de couleurs, plus ou moins fortes selon la sévérité du daltonisme, mais on est capable de voir des différences. C'est juste qu'on ne voit pas comme la norme. Mais l'expression est là. Donc après, il faut juste se recaler par rapport à la norme si on a besoin d'interagir avec le reste de la population, entre guillemets. On va prendre une dernière question qui me paraît importante aussi. Donc, c'est une question de Lise. Donc, bonsoir Lise. Le support écran, lumière, etc. ne peut-il pas influencer nos marqueurs faciaux? Je pense notamment au fait de moins cligner des yeux devant un écran. Oui, effectivement. C'est une très, très bonne question. Et ce qu'on fait, c'est qu'on compare les marqueurs faciaux que l'on observe avec une tablette qui a certaines caractéristiques. Donc, les métriques que l'on construit aujourd'hui sont faites sur des tablettes qui font 10 pouces avec une certaine résolution à partir de nos jeux. Parfait. Donc, normalement, la base normative est à peu près contrôlée. Mais effectivement, si vous mettez une grosse lumière ou si vous changez, vous pouvez peut-être avoir des différences dans les marqueurs faciaux, notamment le clignement d'yeux ou le fait de trembler un peu plus de l'œil parce que la lumière n'est pas assez conséquente. Après, l'avantage de l'intelligence artificielle, c'est que, alors malheureusement, c'est les GAFAM, c'est-à-dire Google, Facebook et Apple qui ont les moteurs les plus poussés. Ils ont réussi grâce à un nombre de données qu'ils ont collectées, d'arriver à être indépendants de l'éclairage, que les marqueurs faciaux soient indépendants de l'éclairage de l'environnement lorsque l'on joue sur un téléphone. Donc, nous, on est en train de retester ça pour voir si c'est vrai. Mais effectivement, nous, on essaye de contrôler un minimum ça, c'est-à-dire la tablette avec un éclairage minimum et une résolution particulière pour essayer de ne pas avoir trop de biais. Très bien. Merci Vanessa. On va clôturer ce webinaire là-dessus. Je vous ai rajouté dans le chat, il y a l'adresse Solaire Lab pour tous ceux qui souhaitent tester l'application, devenir bêta-testeur. Pour ceux qui souhaitent, on a demandé aussi s'il était possible d'avoir une attestation. Faites vos demandes sur solairelab@gmail.com. Et on vous remercie à tous pour vos questions. Vanessa, pour ta participation. Merci à vous. N'hésitez pas si vous avez des questions, effectivement. Ce webinaire sera, on pourra le revoir en replay via nos podcasts et sur YouTube. Voilà. Super. Merci à tous. Très bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.